Donc je vais vous faire part de quelques réflexions, quelques suggestions, mais aussi des questions que je me pose. Ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne en ingénierie. Ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne en génie de l'environnement, en génie civil. Et plus récemment, donc, j'ai commencé à enseigner en génie des eaux. D'abord, je voudrais remettre un petit peu en contexte la profession d'ingénieur. C'est une profession, comme beaucoup d'autres, qui a beaucoup évolué pour de nombreuses raisons. Et comme beaucoup de professions, il y a une tendance à la spécialisation de plus en plus forte, spécialisation technique, évidemment dans le cas des ingénieurs, qui amène une fragmentation du domaine et donc aussi des activités. C'est sûr qu'il n'y a qu'à regarder le chemin parcouru entre les premières machines volantes élaborées, dessinées par Léonard de Vinci et les nanotechnologies qu'on est en train de faire. Et on ne sait pas jusqu'où on ira dans ce domaine-là, mais il y a eu, du point de vue technologique, un saut, un progrès énorme. Donc, et qui implique nécessairement une spécialisation, mais qui amène aussi une complexification. C'est-à-dire que les problèmes auxquels les ingénieurs sont confrontés sont nécessairement plus complexes, techniquement, mais pas seulement techniquement, qu'ils y étaient il y a 10, 20 ou 100 ans. Et cette complexification est due évidemment à des exigences techniques de plus en plus sévères, des attentes de la société au niveau des gestion des risques, gestion des incertitudes, etc. Et les conséquences de ces choses-là et d'autres sont que les ingénieurs, comme d'autres, ont de plus en plus de mal à prendre du recul et à avoir une vision globale des problèmes. Des problèmes auxquels ils sont confrontés directement, mais des problèmes de la société aussi en général. Et évidemment, une conséquence où, liée à ça, les ingénieurs ont de plus en mal à maîtriser les conséquences des choix qu'ils font. Et je donnerai des exemples tout à l'heure de choix que les ingénieurs font. L'autre élément important, évidemment, là encore, comme pour d'autres professions, les attentes de la société vis-à-vis des ingénieurs ont beaucoup augmenté. On ne demande plus aux ingénieurs seulement que de concevoir des systèmes, puisque les ingénieurs, leur tâche principale, c'est de concevoir des systèmes, des opérations, etc., etc. On leur demande de faire ça, mais on leur demande beaucoup plus. On leur demande aussi de tenir compte d'éléments desquels ils ne tenaient pas compte il n'y a pas encore si longtemps. Et ici, vous avez, je ne la lirai pas au complet, mais donc un extrait d'une déclaration d'une organisation mondiale au niveau ingénierie qui fait apparaître dans les attentes par rapport aux ingénieurs des considérations d'ordre, évidemment, de développement durable, mais d'ordre social. On parle de pauvreté, de ségrégation, etc. Donc des termes qu'on ne retrouvait pas il n'y a pas encore si longtemps dans des définitions ou des choses qu'on demande aux ingénieurs. Donc il y a des attentes supplémentaires, des exigences qui, évidemment, font évoluer la profession d'ingénieur. Et je parlais tout à l'heure des prises de décision parce que ça me paraît central en matière de prise de décision par rapport aux ingénieurs. Et c'est des choses, dans la formation d'ingénieurs, c'est aussi apprendre aux ingénieurs à prendre des décisions ou aider leurs clients à prendre des décisions. Et effectivement, les ingénieurs prennent beaucoup de décisions, des décisions qui peuvent être par rapport à des choses très utilitaires, des choix de matériaux, des choix de sources d'eau ou d'énergie, des sites où on va installer tel ou tel système, des choix de procédés, etc. Donc, qui sont des recommandations très pratico-pratiques. Ça peut être des choix plus méthodologiques sur des méthodes de conception, sur des méthodes de construction, d'assemblage, etc. Ça peut être aussi des choses qui touchent les relations humaines, les rapports humains, les organisations humaines, puisqu'évidemment les ingénieurs ne travaillent pas seuls, c'est toujours au sein d'une organisation. Et à ce moment-là, on va parler de choix ou de recommandations sur des partenaires techniques, des partenaires financiers, des fournisseurs. Et là, la liste pourrait être beaucoup plus longue et donc les ingénieurs, tout au long de leur carrière, sont amenés à prendre beaucoup de décisions. Et ces décisions, évidemment, ont des impacts techniques, mais aussi des impacts environnementaux, des impacts sociaux, des impacts économiques. L'autre chose aussi, c'est le rôle des ingénieurs. Pour beaucoup de gens encore, et notamment à l'intérieur de la profession d'ingénieur, un peu partout, l'ingénieur est fier et se considère encore comme un acteur important du progrès des sociétés. Alors on pourrait là aussi citer un très très grand nombre de réalisations des ingénieurs, des ponts, des routes, etc., des systèmes de traitement d'eau. On pourrait citer la navette spatiale qui en soi est un exploit technique absolument impressionnant.
Et citer aussi quelque chose de très récent, donc que j'ai tiré du site internet de l'Ordre des ingénieurs, qui dit « Chaque jour, les ingénieurs s'engagent à mettre à profit leurs compétences, leur rigueur et leur vision afin que le monde progresse ». Donc c'est clairement une déclaration très fière de « On est là, on est au service du progrès ». Certes, il n'y a personne qui va le nier, mais évidemment, il y a un revers à la médaille parce que beaucoup des réalisations des ingénieurs ont mené à des problèmes aussi. Il y a toujours un revers à un progrès technique, à une découverte, etc. Et donc, là non plus, je ne ferai pas le tour de toutes les catastrophes qui sont liées directement ou indirectement à des technologies et dans lesquelles les ingénieurs et d'autres professionnels sont impliqués. Mais il y a aussi une réflexion, je pense, importante à faire et qui devrait débuter à l'université sur quel est le rôle des ingénieurs. Et je citerai un article très intéressant qui m'avait été référé il y a quelques années par mon collègue Louis Guay, ici présent, sociologue. Un article écrit par un ingénieur dans une revue qui n'est pas d'ingénierie. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit de plus en plus. Les ingénieurs réfléchissent, et oui, à autre chose que de la technologie. Ils réfléchissent à eux-mêmes, à leur rôle. Et la question fondamentale de cet article, qui est extrêmement instructif, c'est est-ce que l'ingénieur a été un instrument du progrès social sans en avoir été un acteur ? Alors effectivement, là, il y a une nuance qui est importante. Être un instrument, c'est une chose. Être un acteur, être partie prenante, être partie prenante justement dans les décisions, dans les prises de décision, mais aussi assumer les conséquences de ses choix, de ses conceptions, c'est autre chose. Et ça me paraît une question centrale sur effectivement quel est le rôle des ingénieurs. Et ça, c'est une question qui me trotte dans la tête déjà depuis de nombreuses années, parce que donc ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne, et donc j'enseigne des techniques. Moi, je suis dans le domaine de l'eau, donc j'enseigne comment produire de l'eau potable. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais on sait produire de l'eau potable. On peut produire de l'eau potable à partir de n'importe quelle eau. On peut produire de l'eau potable à partir de purin de porc. On peut produire de l'eau potable à partir de l'eau d'un marais. Techniquement, on peut le faire, on sait le faire. Ça coûte de l'argent, mais on peut le faire. En parallèle, on a encore sur la Terre actuellement 900 millions de personnes qui n'ont pas un accès minimal à de l'eau de bonne qualité. Donc, pour moi, c'est assez clair que le problème n'est pas technique. Si, en 2012, alors qu'on a été capable d'envoyer des hommes sur la Lune, on n'est toujours pas capable d'amener de l'eau de bonne qualité à la population sur la Terre, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir les bonnes techniques. Et donc, comme ingénieur, je pourrais me contenter de savoir produire de l'eau potable et dire, le problème de la distribution d'eau dans les pays en développement, c'est pas ma responsabilité. C'est des hommes politiques, et des administrateurs, etc., etc. C'est ça la différence entre être un instrument et être un acteur. Je ne pense pas qu'un ingénieur, en 2012, comme moi, qui travaille dans le domaine de l'eau, peut évacuer cette question aussi facilement. Alors, on pourrait se dire, ingénierie, développement durable, c'est la deuxième partie de mon exposé, rapidement. Eh bien, ça existe déjà, le développement durable en ingénierie, puis il y a même un nom pour ça. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie durable. En anglais, Sustainable Engineering. C'est pas nouveau. C'est non seulement pas nouveau, mais il existe des livres, des organisations, il existe beaucoup de choses. Et donc, l'ingénierie durable existe. Alors, on pourrait se dire, la question après, c'est pourquoi on ne l'enseigne pas, mais ça existe. Et je citerai juste donc une organisation américaine qui est un regroupement d'universités aux États-Unis, très active dans ce domaine-là, qui définit ce qu'est, qui donne sa définition du développement de l'ingénierie durable. Il en existe d'autres, il en existe plusieurs, mais celle-là est intéressante parce que j'ai souligné le fait que là encore, on référait aux prises de décision, qui me paraît encore une fois centrale. Les ingénieurs prennent des décisions et doivent mesurer les conséquences de ces décisions-là. Alors l'ingénierie durable existe, effectivement. J'ai juste montré quelques livres. Donc à partir du moment où vous avez quand même un certain nombre de livres qui existent sur un sujet, ce n'est pas une preuve totale, mais ça montre quand même qu'il y a déjà un certain niveau de développement. Et non seulement l'ingénierie durable existe, mais il y a une multitude d'outils, d'approches, de méthodes qui existent déjà. Le biomimétisme, l'ingénierie écologique, l'écologie industrielle, l'analyse des parties prenantes, qui sont évidemment pas propres au domaine de l'ingénierie, mais qui sont aussi utilisés par des ingénieurs, les certifications environnementales, les écolabels, l'évaluation des impacts environnementaux, qui est déjà beaucoup plus ancien, mais plus récemment l'évaluation environnementale stratégique, les analyses de cycle de vie. Beaucoup de ces outils-là tournent autour de la pensée ou du principe de cycle de vie, donc dans une approche beaucoup plus globale, les analyses de scénarios, etc., etc., la conception durable.
Beaucoup d'outils existent déjà, c'est absolument clair, il suffit de regarder, la littérature est abondante, il y a des universités, vous avez même des listes de cours, d'outils, d'activités, il suffit de se baisser pour ramasser tout ça et utiliser ça, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'on le fait. Alors la question effectivement suivante, c'est bon, le contexte est différent, l'ingénieur du XXIe siècle n'a pas vraiment le choix que d'intégrer progressivement le développement durable, les outils existent, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, évidemment, on se pose la question de l'enseignement, et notamment, évidemment, puisque l'enseignement est universitaire, qu'est-ce qu'on fait à l'université? Et là, ça m'amène à essayer, je ne suis pas un spécialiste du domaine de l'éducation, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais à essayer de faire une distinction entre éducation et enseignement. Effectivement, enseigner, c'est éduquer. Éduquer, c'est quelque chose de très général. Mais éduquer, c'est plus qu'enseigner. Et je pense que cette nuance pourrait être intéressante du point de vue du développement durable, parce que pour moi, l'enseignement est plus disciplinaire. Donc, on enseigne effectivement les techniques d'ingénierie, incluant l'ingénierie durable. Mais l'éducation, c'est plus large. Ça va toucher les valeurs, ça va toucher l'aptitude, l'interaction avec les autres, son rôle, les questions éthiques, etc., etc. Et ça, je pense que c'est important, effectivement, c'est toujours la base. Hein. Avant, il faut se donner des objectifs pédagogiques. Et dans les objectifs pédagogiques, il devrait y avoir des objectifs qui relèvent plus de l'enseignement, acquérir des techniques et des méthodes d'ingénierie durable. Elles existent, elles évoluent, mais elles existent déjà. Et puis, des choses qui sont peut-être plus au niveau éducation, de manière plus large, bien comprendre son rôle et ses responsabilités, celles des autres, développer son aptitude à écouter, à interagir avec les autres. Et ça, je pense qu'il y a énormément à faire. Donc, l'interdisciplinarité, la multidisciplinarité est souvent citée, mais je suis tout à fait convaincu que c'est central dans le développement durable. Au niveau des approches pédagogiques, là aussi, il y a beaucoup de choses. On a fait avec deux collègues, donc Nathalie Bacon et Barbara Bader, qui est professeure en sciences de l'éducation. On a réalisé une étude avec peu de moyens, mais qui nous a permis quand même de recenser des écrits, donc faire une première revue littérature, et puis aussi de rencontrer un certain nombre de professeurs, dont plusieurs sont ici, qui sont ici présents, et qui sont, je pense, des pionniers dans ce domaine-là. Et ça nous a permis de constater qu'aussi bien à l'Université Laval qu'à l'extérieur de l'Université Laval, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont faites. Des initiatives individuelles, mais aussi des initiatives plus au niveau institutionnel, notamment en Europe et aux États-Unis. Vous avez des universités dans le domaine de l'ingénierie qui sont fortement engagées dans l'intégration du développement durable dans les cursus. Alors les outils, les approches, on pourrait en parler pendant des heures. Ça peut être des cours ou des programmes qui sont spécifiquement dédiés au développement durable. En ce qui me concerne, je suis beaucoup plus en faveur d'intégrer ces choses-là dans des cours existants. Je pense que ça aurait beaucoup plus de poids, même si c'est plus difficile à faire. Évidemment, il y a déjà des cours d'éthique en ingénierie, c'est pas nouveau, mais les aspects développement durable mériteraient certainement d'être plus intégrés dans ces cours-là, puisque pour l'instant, c'est plutôt de l'éthique professionnelle, mais qui touche peu ou pas au développement durable. Moi, je suis très, très, très en faveur de projets de conception multidisciplinaire, c'est-à-dire que les programmes sont beaucoup trop compartimentés, faire travailler les gens ensemble, donc les ingénieurs entre eux et avec d'autres étudiants, etc., etc. Beaucoup d'idées, dont certaines sont rapportées dans ce rapport qui devrait être mis bientôt en partie disponible sur le site de l'Institut. Donc j'y crois, je suis convaincu, j'essaye de faire ce que je peux, mais force est de constater que c'est pas facile. Et là, je parle de mon expérience personnelle. Pour terminer, des suggestions qui sont développées un peu plus dans le rapport qu'on a déposé. C'est très général, mais je pense que ça me paraît logique. Il faut se donner une stratégie avec des objectifs pédagogiques, parce que sinon, on n'avance pas, on ne peut pas mesurer l'avancement. Il faut développer ou tout simplement adopter des outils qui existent déjà. Ce n'est pas la peine de réinventer la roue, il y a déjà plein de choses qui existent déjà, mais il faut aller les chercher. Et il faut se donner les moyens d'agir, parce qu'évidemment, tout ça, ça prend de l'argent. Donc c'est bien beau d'en parler, mais pour effectivement être dans l'action, ça prend des moyens. On ne peut pas y couper. Et pour ça, à mon avis, pour minimiser ce que ça pourrait coûter, il faut profiter de ce qu'a déjà fait ailleurs. On n'est pas assez au courant, on n'est pas assez réseauté. Il faut travailler avec d'autres écoles et universités. Malheureusement, le contexte est beaucoup plus à la compétition entre universités et ça ne favorise pas beaucoup les échanges et donc les collaborations.
Et pour terminer, donc une citation d'Einstein qui, je pense, avait compris déjà depuis longtemps qu'il faut un changement de paradigme. On ne résoudra pas, on ne trouvera pas des solutions à des problèmes, aux problèmes en continuant à penser de la même façon. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez ce petit piège-là, mais je le cite souvent dans mes cours de génie de l'environnement. C'est très simple, c'est un singe, c'est une façon d'attraper un singe. Vous mettez dans une noix de coco du riz. L'ouverture est assez grande pour que le singe puisse passer sa main. Le singe attrape le riz. Et à ce moment-là, le trou est assez petit pour qu'il ne puisse pas sortir quand il tient le riz. Alors vous me dites, c'est simple, il n'a qu'à lâcher le riz, puis à ce moment-là, il va se libérer. Le singe n'est pas capable de lâcher le riz. Et à ce moment-là, c'est le piège le plus doux qui existe. Le singe va rester là parce qu'il ne peut pas lâcher le riz. Alors vous allez me dire, on n'est pas des singes. Après ce que j'ai entendu hier, j'ai beaucoup apprécié la présentation du conférencier hier. Je pense que le cerveau reptilien joue un rôle capital dans tout ça. Et je pense que notre cerveau reptilien n'est pas beaucoup plus évolué que celui du singe. J'espère qu'on saura lâcher le riz, mais malheureusement, j'ai parfois des raisons d'en douter. Merci. Bonjour. C'est toujours un plaisir de venir ici. Je suis une amie de longue date de l'Institut. J'apprécie. À chaque fois, pour moi, c'est rafraîchissant et nourrissant de venir ici parce que c'est en français. Je suis professeure à McGill. Et aussi parce que, en fait, mes collègues de sciences sociales, c'est beaucoup ici que je les retrouve. C'est beaucoup ici que je peux débattre d'enjeux que je ne débat pas avec mes collègues plus de sciences naturelles à McGill. Mon titre ne représentera pas l'entièreté du contenu de ce dont je vais parler aujourd'hui. Ça va être seulement la première partie. Et la deuxième partie, j'ai pris la liberté, j'ai eu la bénédiction de Marie-Hélène pour ce faire, de déborder sur le contexte actuel des universités au Québec qui me tient à cœur parce que je pense que c'est relié. Alors, vous me pardonnerez cette liberté d'action. Alors moi, je travaille principalement au Panama. J'ai rompu avec le Québec il y a presque 20 ans maintenant. Et je le justifierais en disant que le développement durable, c'est quelque chose qui est planétaire. Et moi, ma spécialité, c'est l'effet de serre. Je travaille avec les arbres. Je travaille sur l'utilisation du territoire et dans une optique d'atténuation des changements climatiques, c'est beaucoup plus rapide faire pousser des arbres au Panama qu'au Québec. Et c'est ça qui m'a amené à travailler là-bas avec toutes sortes d'opportunités intéressantes. Alors, les programmes dont je vais vous parler, c'est des programmes qu'on a mis sur pied au Panama, mais qu'on pourrait tout à fait appliquer ici. Je pense que les leçons qu'on en a tirées sont pertinentes pour le Québec. Alors, je vais commencer pour préparer cette présentation-là. J'ai fait mes classes un petit peu. Je suis allée dans la littérature et regarder les compétences qu'on suggère être les compétences importantes quand on parle de l'éducation pour le développement durable, en prenant note du commentaire de Christian avant moi que l'éducation, c'est plus vaste que l'enseignement, mais que les deux sont reliés. Mais ce qui est intéressant dans ces compétences-là, qui ressortent de la littérature comme les compétences essentielles que nous, comme professeurs universitaires, on doit pouvoir transmettre à nos élèves, c'est que c'est pas des compétences qui sont forcément partie du répertoire des scientifiques de sciences naturelles, ni des ingénieurs. Alors, Louis, dans sa présentation d'introduction, il disait les sciences sociales sont peut-être un petit peu comme à la remorque, alors que la réflexion, quand on lit sur l'éducation pour le développement durable, ça serait vraiment les sciences sociales qui devraient prendre le leadership, où ils sont complètement essentiels, parce que la pensée critique, la capacité d'analyser des systèmes complexes, c'est des choses qu'on acquiert par des disciplines comme l'anthropologie, la sociologie, la science politique. Donc, pour moi, ce besoin-là de travailler ensemble entre les ingénieurs qui vont nous amener les technologies, les gens en sciences naturelles qui nous font comprendre l'environnement biophysique et les sciences sociales. C'est certainement la partie angulaire fondamentale et tout effort de nos universités de nous amener tous ensemble à regarder un même objet, c'est quelque chose d'essentiel et de très bienvenu.
On a mentionné, je me rappelle plus, mais c'est sorti dans une ou deux diapos antérieures, qu'on est dans la décennie de l'éducation du développement durable. C'est un projet de l'UNESCO. Et ici, c'est les 4 axes que l'UNESCO met de l'avant en disant que c'est les axes essentiels pour l'éducation, pour le développement durable. Promouvoir et améliorer l'éducation de base, réorienter les programmes d'éducation existants, informer et sensibiliser le public, puisque c'est vraiment les actions que tout un chacun de nous vont poser qui mènent à la durabilité. Et ça, c'est ce que le directeur de l'Institut, M. Anctil, nous présentait aujourd'hui quand il parlait de l'individu, dont les gestes de chacun. Et la partie de former la population active, Louis en a parlé en disant c'est peut-être un rôle de l'université, l'action. Déborah a été très critique en parlant de ces gens dans les salons qui avaient un esprit critique. Et donc, j'ai souligné envers cette partie de la population active parce que je pense que comme universitaire, c'est peut-être un des rôles qu'on assume le moins bien. Et vous allez voir dans la deuxième partie de mon exposé que je vais vouloir tendre la main et dire peut-être que nous devrions agir. Alors, le programme que j'ai mis sur pied au Panama, c'est un programme en environnement et développement. On l'enseigne au Panama parce que c'est sur la biodiversité et le développement international. Alors, la biodiversité tropicale, c'est difficile à étudier à McGill en janvier, puis le développement international aussi. Et la prémisse ou la manière dont le programme a été structuré, c'est autour de la notion de l'enseignement-action. Et qu'est-ce que c'est l'enseignement-action? C'est de mettre les étudiants dans un contexte réel, de les aider à le regarder, à l'analyser avec les acteurs du milieu, de prendre une première action, ensuite de faire un pas en arrière, de regarder le résultat. Cette réflexion-là mène à une deuxième action et à une deuxième analyse et ainsi de suite. Donc, on a décidé d'essayer, ça ressemble un peu peut-être à l'apprentissage par projet là, de l'UQAM, mais de vraiment mettre nos élèves en contact avec des situations d'environnement et de développement pendant le semestre. Et c'est un semestre complet. Donc, nos élèves arrivent début janvier, repartent à la fin du semestre. Fin avril, ils sont là pour leurs 15 crédits. C'est un programme qui a 3 blocs constructeurs au niveau intellectuel. C'est les silos, peut-être, de Robert. Il y a le milieu biophysique. Il faut le comprendre. Il y a le milieu humain. Il faut le comprendre. On ne peut pas régler les problèmes de l'un ou de l'autre indépendamment. Et nous, on pense que c'est la gestion environnementale et ou l'agriculture qui sont un petit peu les solutions possibles. OK? Alors, c'est les 3 blocs pédagogiques de notre programme. C'est un programme interdisciplinaire. On a des étudiants des facultés d'agriculture, de la faculté des arts, de la faculté des sciences. Et ça, c'est extrêmement important parce que les élèves vont avoir un cours de biologie, un cours de géographie humaine, un cours d'agriculture, par exemple. Les cours changent selon les années. Mais dans chacun des cours, ils vont toujours, à un moment, être mal à l'aise. Alors, cette année, c'était formidable. Dans mon cours de biologie, on a un module où on identifie des insectes. Alors, c'est sûr que mon étudiante de philosophie de cette année, pour elle, identifier des insectes, c'était tout un défi. Mais d'autre part, quand elle va se trouver dans le cours de géographie humaine où on regarde la conceptualisation sociale d'un paysage, elle va être beaucoup plus à l'aise que mes étudiants qui sont en biologie. Donc, ils apprennent l'interdisciplinarité, pas seulement par les professeurs, mais aussi ils l'apprennent entre eux parce qu'ils sont ensemble à regarder un même objet. Et ça, on a trouvé qu'au niveau de la pratique, c'était quelque chose d'extraordinaire pour leur ouvrir les horizons. Alors, ils apprennent autant entre eux, je dirais pas plus, mais ils apprennent autant entre eux certainement qu'avec nous, de par ce mélange d'étudiants dans un cours. Et c'est extrêmement intéressant aussi parce que ça va générer chez les jeunes un esprit de collaboration, sachant qu'à un moment donné, ils vont être à côté de leur zone de confort. Quand ils sont dans leur zone de confort, ils vont tendre la main aux autres, en espérant un comportement d'équilibre plus tard, de réciprocité.
Mais peut-être ce qui fait, d'après les élèves, en tout cas la force du programme, c'est qu'ils ont aussi 6 crédits qui est un stage professionnel. On a accumulé au fil des années, ce programme-là dure depuis l'année 1999, donc ça fait quand même assez longtemps. On a plus que 20 organisations panaméennes, c'est certaines des ministères, des ONG, des organismes de recherche, qui reçoivent année après année nos étudiants. Puis quelqu'un, je me rappelle plus, je m'excuse, il y a eu plusieurs présentations, mentionnait que le programme, le stage de un peut être transféré au stage de l'autre. Nous, on a beaucoup ça. Quand un étudiant, on a des partenaires institutionnels au Panama qui ont eu des étudiants depuis 13 ans. Alors, les étudiants, ils travaillent un semestre et là, ils préparent ici au Québec, à Montréal, ils préparent les étudiants de l'année suivante. Donc, il y a un passage d'expertise qui se fait. Alors, on a un suivi longitudinal. Et dans ce partenariat-là avec les organisations panaméennes, nos élèves vont travailler dans ce principe-là d'apprentissage-action. Ils font quelque chose pour un organisme et on est là pour les aider à apprendre et à analyser. Alors, un petit exemple, c'est les élèves qui ont fait ces diapos-là qui suivent, les jolis diapos avec les figures. Là, ça vient des étudiants. Alors, c'est trois de nos jeunes, Flamme, Tania et Isabelle. Elles avaient choisi comme projet, ici c'est le Panama, c'est un petit pays en Amérique centrale, on est voisins de la Colombie et du Costa Rica. Et il y a une toute nouvelle réserve naturelle côtière qui vient d'être déclarée, donc qui protège, je pense, 30 kilomètres de côte. Il y a un développement touristique énorme au Panama, beaucoup Air Transat. Il y a beaucoup de Québécois qui arrivent d'ailleurs. Et il devient impératif d'essayer de protéger des bouts de côte avant que ça soit des séries de condos partout. C'est une réserve qui avait été proposée par les gens du village. Donc, c'est pas une réserve qui a été conçue par le gouvernement central. C'est vraiment le village qui a dit « on veut protéger ». Et les filles, on a demandé de l'aide, on nous a demandé de l'aide à McGill pour amener des gens à aider le village en collaboration avec des ONG locales et le ministère de l'Environnement à obtenir l'information d'un plan de gestion. Donc, les élèves sont allés dans le village. Ils vont toutes les semaines, 2 jours par semaine, pendant les 15 semaines du semestre, pour parler avec les gens, faire des interviews, puis essayer de comprendre à la fois les pressions sur la réserve et les visions des gens. Qu'est-ce que les gens voudraient faire de cette réserve-là dont ils ont demandé la création? Il est obligatoire dans le programme de redonner. Donc, c'est peut-être ça une différence fondamentale, pour nous très, très importante. On ne va pas juste là faire quelque chose puis apprendre, on redonne. Alors, les filles vont, dans 2 semaines, faire une présentation formelle dans le village. Il y a une conférence qui a été organisée. Elles ont déjà écrit un article pour le journal local. Elles vont faire une liste de recommandations qu'elles vont remettre aux 2 ONG locales avec lesquelles elles ont travaillé. Et elles sont très occupées actuellement parce qu'elles sont en train de préparer les célébrations du Jour de la Terre où elles vont avoir invité des gens du ministère, les notables de la place pour leur présenter la réserve. Donc, elles sont extrêmement impliquées. Une partie très importante de leur travail, c'est redonner. Parce qu'évidemment, en redonnant, elles s'intègrent, elles comprennent, elles acquièrent une autre façon de voir ce qui se passe et c'est extrêmement valorisant aussi pour elles. Ça, c'est ce qu'elles ont dit qui avait été de leurs acquisitions principales. Et je pense que pour nous, ce qui compte beaucoup, c'est tenir compte des différents acteurs. Donc, ce projet-là, cette façon-là d'enseigner, ça leur a permis de s'asseoir puis de se rendre compte, là, il y a des promoteurs immobiliers. Il y a des gens qui veulent protéger les tortues. Il y en a qui aiment beaucoup manger les œufs de tortue. Il y a les pêcheurs artisanaux. Il y a le ministère de l'Environnement. Comment on met tout ce monde-là à la même page? C'est un apprentissage essentiel, je pense, de toutes les entreprises de développement durable. Et le plaisir de ça, c'est que d'une année à l'autre, les élèves se succèdent et partagent la construction d'un édifice de changement dans la société. Donc, l'enseignement reste pas seulement académique, c'est pour ça qu'on appelle ça de l'enseignement-action. Bon, alors vous me voyez venir avec mon petit carré rouge, là. Le bonheur d'être dans un milieu universitaire, c'est
la liberté d'esprit. Je pense que la permanence, c'est pour ça qu'on peut dire ce qu'on pense. On est supposé, en tout cas dans les universités, c'est supposé être le dernier, l'ultime petit havre de paix où tout le monde peut parler en liberté. Je ne sais pas si vous avez été en Amérique latine beaucoup. Peut-être vous avez remarqué que les universités sont entourées de fils barbelés. Moi, quand je suis arrivée au Panama, mais si vous allez à la UNAM au Mexique, c'est pareil, ça m'a choqué énormément. C'est terrible. Comment ça se fait qu'une université est entourée de fils barbelés? Mais c'est pour protéger la liberté du savoir et empêcher que les polices, à l'époque des régimes militaires très dictatoriaux en Amérique latine, puissent rentrer sur les campus. Donc cette notion de liberté d'expression est très importante dans l'univers universitaire. Je pense même qu'elle est absolument fondamentale. Moi, j'ai décidé de prendre 10 minutes de mon temps, 5 minutes de mon temps, parce que je me sens très interpellée, parce que je suis une chercheure universitaire. C'est comme ça que je me définis professionnellement. Je suis une mère d'un étudiant d'anthropologie de l'Université Laval, mais pas celui qui est très connu, un autre. Et puis, je suis une grand-mère de quelqu'un qui, j'espère, peut-être un jour, ira à l'université. Mais la situation de l'enseignement universitaire actuellement, je pense qu'elle est plus large ou plus problématique que juste les droits de scolarité. Il y a bien ça, le dégel des droits de scolarité. Il y a une gestion universitaire dans certaines universités du Québec qui est de plus en plus selon un modèle corporatif. À McGill, c'est très clair. On a un Board of Governors qui a une vision d'affaires de l'enseignement. On a de plus en plus le financement des universités par le privé. Actuellement, on semble avoir une certaine indifférence de la part du gouvernement. Et puis, on a bien vu récemment des mesures d'ordre judiciaire s'immiscer dans le débat universitaire. Et moi, ça m'a questionnée. Alors, j'ai été dans la littérature pour voir qu'est-ce que je trouvais. Est-ce qu'il y avait des réponses? Alors ça, c'est un résultat d'une étude qui a été faite qui dit, quand le privé finance la recherche, est-ce que la recherche de base en souffre? Alors, c'est une étude qui me semblait très bonne, 912 biotechnologistes dans 60 universités des États-Unis. Puis, il y a effectivement une relation significativement positive entre le fait que si tu as des fonds de recherche qui viennent du gouvernement, tu vas faire plus de recherche de base que si tu as des fonds qui viennent du privé. Si tu as des fonds qui viennent du privé, tu vas faire moins de recherche de base. Donc, il semble avoir un impact et j'ai trouvé plusieurs études qui abondent dans cette direction-là. C'est normal. Si tu reçois de l'argent d'une source, tu vas faire ce qu'on te demande de faire. OK? Et je ne dis pas que c'est mauvais. C'est un constat. On peut se poser, étendre ce constat-là au développement durable. Est-ce que l'industrie va payer principalement la recherche sur les aspects durables du développement? Je me pose la question. Maintenant, on fait face à une augmentation des frais de scolarité et ce que j'ai mis en haut, c'est la pyramide démographique de la Hongrie. Ça n'a rien à voir avec nous peut-être, mais c'est pour illustrer le fait qu'on a une génération de personnes, des baby boomers très nombreuses, qui ont eu une éducation gratuite, qui là maintenant s'approchent de la retraite ou la prennent, qui vont utiliser beaucoup de ressources financières pour leur retraite, et qu'on a maintenant une génération de jeunes moins nombreuses qui vont devoir les porter eux, puis porter les gens de la génération après, les baby boomers. Et moi, je pense qu'il y a un problème fondamental d'équité intergénérationnelle dans ce qui se passe. Et ça, c'est un des tenants du développement durable. Parce qu'évidemment, on a un État, l'État décide, il y a des choix pour savoir où on alloue l'argent. Et je pense qu'on ne peut pas ignorer le problème de l'inéquité de ce qui est en train de se passer. Alors, la dernière diapo, pour pas que Luc me mette dehors trop vite, c'est trois modèles auxquels je réfléchissais. Si on a une grosse part du secteur privé dans le financement universitaire, bien moi, je pense que si j'étais le privé, en tout cas, j'essaierais au moins en partie de dire ce que je veux que l'université fasse. Puis là, l'université, elle va former des étudiants qui vont, on espère, répondre aux besoins du privé. C'est pas nécessairement une mauvaise idée parce qu'il y a de l'argent qui vient avec ça, mais si c'est un modèle qu'on veut, il faudrait peut-être mettre des balises parce que je suis pas sûre, je regarde Louis, que la sociologie, c'est ce sur quoi les industries investissent de prime abord. Peut-être, là, mais je suis pas sûre. Moi, en écologie, en tout cas, ils investissent pas tellement dans nous, à vrai dire. Maintenant, avez-vous réfléchi un peu à l'éducation qui est le système, l'étudiant-client?
c'est fascinant. Je n'ai trouvé aucun article sur ça. Aucun. J'ai trouvé quelques articles sur le patient-client. Et ça cause pas mal de problèmes aussi. Alors, c'est quoi la conséquence de l'étudiant-client dans notre habilité d'enseigner des choses aussi inutiles que, entre guillemets, là, la philosophie? J'espère que vous comprenez que c'est entre guillemets. Et ce qu'on avait jusqu'à présent, c'était la perspective du bien commun, hein, où on a la société, dont l'industrie ou le privé fait partie, qui contribue des ressources pour que l'université ait un rôle de moteur. Si on pense que l'université a un rôle de moteur, est-ce qu'il est important de se battre pour ça? Est-ce qu'il est important au moins de se poser des questions sur les conséquences de changer le modèle? Donc, il y a des modèles différents et moi, ce que je pense, c'est que notre habilité d'enseigner et d'enseigner le développement durable qui est quelque chose de visionnaire, qui dérange même un peu, qui s'en va ailleurs et qui a besoin de compétences qui ne sont pas nécessairement facilement marchandables, c'est important de se demander dans quel système éducatif on veut les prendre. Alors, s'il y en a qui s'intéressent à ce débat-là, moi, j'en suis arrivée à la conclusion, en écoutant les nouvelles hier, que oui, un moratoire d'1 an, ça serait une bonne idée, et puis qu'un vrai débat de société avec des universitaires là-dedans, ça serait nécessaire. Alors, ça me fera plaisir de parler de ça avec vous après. Merci. Donc, bienvenue à cette conférence où on verra peut-être comment on peut traiter de développement durable dans son enseignement sans jamais vraiment en parler. À travers la conduite erratique ici d'un professeur en agroforesterie au Québec en janvier, non pas sur le terrain au Panama comme Catherine a la possibilité de le faire. Ceci n'est pas un arbre. Hein? Ceux qui savent qu'il n'y a pas seulement la science pour appréhender la réalité penseront sans doute que je fais référence à Magritte. Vous vous souvenez de l'œuvre de Magritte, ceci n'est pas une pipe, mais bon, la représentation d'une pipe, etc. Mais ce que je veux dire, en fait, ceci n'est même pas la représentation ou la photo d'un arbre, c'est la photo de la partie aérienne d'un arbre. Dans le contexte québécois, en effet, quand on pense à un arbre, on pense surtout à du bois, comme ici, c'est-à-dire essentiellement à son tronc. Mais comme l'a si bien dit, donc certains l'ont si bien dit, quand on pense au bois, par exemple, on pense donc à une dimension du développement durable qui est celle de l'économie, comme on peut le voir sur cette photo qui a été prise en Côte d'Ivoire, où la dimension durable, d'ailleurs, de l'exploitation est peut-être quelque chose qui est un petit peu contestable. Mais donc, comme le faisait remarquer Francis Allais, un botaniste qui a travaillé beaucoup sur l'architecture des arbres en particulier, réduire un arbre à son tronc, comme celui-ci, c'est un peu comme si on réduisait un être humain à son ventre. Bon, je l'avoue ici, là, j'ai peut-être pas choisi le plus beau ventre. Et comme je suis dans un contexte forestier, en fait, il y a une blague, pour rendre hommage à mon père qui aimait les blagues plates, là, une blague que j'ai toujours rêvé de faire, puis je me dis tous les forestiers doivent la faire, ils doivent parler de pitounes à un moment donné. Donc là, j'aurais pu choisir un ventre de pitounes. Si vous voulez des pitounes, donc, je vous en montre ici quelques-unes. Je peux vous en montrer d'autres aussi, donc encore des pitounes. Et pourquoi pas, donc, qui racontent une partie de notre histoire. Mais je vous en montrerai pas d'autres parce que l'acceptabilité sociale, c'est aussi une dimension importante du développement durable, ce qui veut dire que l'équité peut l'être aussi, l'équité intergénérationnelle, comme l'a mentionné Catherine, mais aussi l'équité entre les genres, par exemple. Donc, arrangez-vous pour vos bedaines. Hein? Donc, bon, j'en étais où? Je parlais de l'arbre et de l'économie. Ce qui m'amène à une autre dimension du développement durable, qui est celle de l'environnement. Donc, plus récemment, certains ont commencé à s'intéresser à la dimension environnementale de l'arbre. L'arbre est devenu quelque chose de plus que son bois. Entre autres, bon, pour certains maintenant, c'est une structure qui permet d'entreposer du carbone. Donc, ça lui donne une autre dimension, mais remarquez que c'est très pratique au plan économique.
Économie et environnement finissent par se rencontrer ici. Puis, grâce à la capacité de l'arbre à séquestrer du carbone, bien, on pourra peut-être en relâcher un peu plus dans l'atmosphère, ce qui est intéressant, entre autres pour les amateurs de belles voitures, qui peuvent être rassurés parce qu'on va sans doute trouver des moyens, des solutions pour qu'on ait un peu plus de carburant dans le futur, pour quelques années encore, pour faire marcher nos beaux véhicules. Par exemple, grâce à la production de biocarburants qui n'ont souvent de bio que le nom. L'arbre a donc une fonction environnementale, mais voir l'arbre uniquement sous sa facette environnementale, c'est là peut-être aussi encore un petit peu réducteur. Ce qui fait que si vous connaissez un peu le développement durable, puis vous le connaissez pour la plupart encore mieux que moi, vous me voyez venir, qu'est-ce qu'il y en est des aspects sociaux maintenant? Donc, il y a en fait peu de gens qui s'intéressent aux aspects sociaux liés à l'arbre, alors que la fonction sociale des arbres est manifeste, comme on peut le voir sur cette photo. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nieraient que si vous allez couper cet arbre-là, le village va y perdre beaucoup de son identité et je dirais même plus loin, y perdre de son âme. On parle, cela dit, quand même de plus en plus du rôle social de l'arbre, notamment en ville. Mais là encore, bon, limiter l'arbre à simplement cet autre rôle utilitaire est peut-être toujours un peu réducteur. Donc, une question qui se pose, en tout cas que je me pose, moi, c'est comment dire l'arbre au complet? Pas seulement son bois, mais sans oublier non plus son bois, qui est important. Et en fait, bon, je trouve que c'est pas une tâche si facile. Peut-être qu'il faudrait confier ça à des écrivains. Vous voici ce qu'en disait, par exemple, Henry Miller dans le Colosse de Maroussi en 1941. Il écrivait « Des arbres, encore des arbres, tel est le mot d'ordre. L'arbre signifie l'eau, le fourrage, le bétail, les récoltes. L'arbre, c'est l'ombre, les loisirs, les chansons, les poètes, les peintres, les législateurs, les visionnaires. » Bon, je trouve ça quand même pas mal, mais c'est sûr que c'est pas nécessairement facile d'exprimer ça dans un cours d'agroforesterie. Et c'est pourtant ce qu'il faut faire, dans le fond, quand même, en tant que professeur et chercheur. Bon, l'agroforesterie, le mot est lâché, c'est un des termes qu'on a créé. La plupart des gens essaient de deviner intuitivement ce que ça veut dire. On a agriculture, foresterie. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? Il faut d'abord dire qu'en agroforesterie, on ne parle pas seulement d'arbres, mais on pense en fait de l'association d'arbres et de culture. En fait, voici la définition qui a été adoptée lors du premier congrès mondial d'agroforesterie qui s'est tenu à Orlando en 2004. On y dit que l'agroforesterie est un système de gestion des ressources dynamiques, écologiques et naturelles qui, par l'intégration des arbres dans le paysage rural et en particulier dans les champs, permet une production durable, diversifiée, procurant aux paysans des avantages sociaux, économiques et environnementaux accrus. Si les gens à l'origine de cette définition-là ne connaissaient pas le développement durable, bien, je mange mon chapeau parce que avantages sociaux, économiques et environnementaux, à première vue, on est vraiment en agroforesterie dans un terrain idéal pour traiter de développement durable. Bon, quelques photos tout de même, mais je vais passer vite pour que vous sachiez un peu de quoi il s'agit quand on parle d'agroforesterie. Ici, en fait, sur ces photos, on voit tout le côté, je dirais, subversif de l'agroforesterie. Si vous n'êtes pas agronome ou ingénieur forestier, vous ne verrez peut-être pas à quel point ça peut être subversif, mais je le souligne quand même. On a des arbres qui sont associés à de l'ail à gauche, de la pivoine en haut ou du blé à droite. Première réaction des experts, qu'ils soient agronomes ou ingénieurs forestiers, c'est complètement ridicule de faire ça. Et pire que ça, ça ne marchera jamais. Bon, j'en traiterai pas ici, ça c'est une autre histoire. Je pourrais vous expliquer pourquoi ça peut marcher aussi, mais ça, bon, on fera ça à un autre moment. Pourquoi l'agroforesterie? J'entrerai pas dans les détails. Simplement, donc, évidemment, pour quelques produits comme le bois, les produits alimentaires, des fourrages, des produits médicinaux, des produits cosmétiques, etc. Pour des services aussi, aussi bien au plan social qu'au plan environnemental. Donc, amélioration de la fertilité du sol, lutte contre l'érosion, qualité de l'eau, accroissement de la biodiversité, fixation de polluants, etc.
Donc, avec l'agroforesterie, en fait, on se trouve véritablement dans un changement de paradigme assez important quand il est question de production agricole. Et je pense qu'il s'agit clairement d'une approche qui peut se réclamer du développement durable. Ceci étant dit, c'est pas nécessairement si facile d'intégrer les diverses facettes du développement durable dans un cours ou même une recherche en agroforesterie. J'y reviendrai. C'est pas nécessairement facile non plus de faire de l'interdisciplinaire plutôt que du multidisciplinaire, même si l'importance de l'interdisciplinarité est évidente en agroforesterie. Donc, le plus souvent, on va aborder les questions un peu comme ce groupe ici. On va se dire, bon, bien, on va se diviser d'abord en sous-comités selon nos disciplines, puis après ça, on verra ce qu'on peut faire. Donc, on est quand même encore là un petit peu loin de la véritable interdisciplinarité. Donc, effectivement, l'interdisciplinarité n'est pas toujours aussi simple qu'elle en a l'air. Je me rappelle encore du commentaire d'une collègue de sciences sociales qui me disait à propos d'un article qu'on a publié, donc c'est une étudiante au doctorat et moi, on avait travaillé sur un article concernant ce qu'on appelle les haies vives, donc c'est ces clôtures d'arbres vivants. Donc, on plante des arbres vivants plutôt que de couper des arbres pour faire des piquets de clôture. Donc, on met autour des périmètres maraîchers, ici c'est au Mali par exemple, pour empêcher les animaux d'y pénétrer puis de venir tout bouffer. Puis elle me disait de l'article, elle dit, c'est vraiment intéressant votre article, mais on voit tout de suite que c'est un article écrit par des gens de sciences pures qui essayent de faire des sciences sociales. Ça fait que j'étais en beau maudit, un peu comme le petit gars ici. Là, je dis, puis toi, quand tu parles d'écologie, hein, tu penses qu'on s'en rend pas compte, que tu comprends rien à l'écologie? Non, j'ai pas dit ça, évidemment. J'ai réfléchi un peu, puis je me suis rendu compte qu'elle avait bien raison, qu'elle avait tout à fait raison. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer de faire mieux la prochaine fois, peut-être en s'associant plus étroitement avec des gens qui sont en sciences sociales. L'interdisciplinarité, donc, n'est pas si facile en recherche, elle n'est pas en enseignement non plus, ce qui m'amène à vous parler un petit peu du programme en agroforesterie. On n'a qu'à penser, par exemple, à la séparation de l'agriculture et de la foresterie. Contrairement aux photos que je vous ai présentées tout à l'heure, la situation est claire dans la plupart des pays du globe. On a des ministères qui sont différents pour traiter de ces deux choses. On a aussi des facultés qui sont différentes à l'université, par exemple. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le programme de maîtrise en agroforesterie, c'est un programme bifacultaire. A priori, c'est une idée très intéressante que d'avoir un programme bifacultaire, mais dans les faits, c'est pas toujours si simple, ne serait-ce que parce que les étudiants, ils se retrouvent forcément dans des pavillons différents, alors qu'ils sont dans un même programme. Un exemple, la répartition des cours entre les facultés. Bon, évidemment, j'ai pas mis tous les cours ici, mais on a par exemple un cours d'agroforesterie qui dépend de la faculté des sciences d'agriculture et d'alimentation, un cours sur les aspects socio-économiques et culturels de l'agroforesterie qui, lui, dépend de la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Bon, le stage 1 est à la FFGG, le stage 2 à la FSAA, etc. Et selon la description initiale du cours d'agroforesterie, le premier cours concerne vraiment donc les aspects écologiques ou environnementaux de l'agroforesterie, la production agroforestière si l'on veut. Et le second, les aspects socio-économiques et culturels. Donc, en tant que professeur de la FSAA, c'était le S qui manquait tout à l'heure, le sciences, mais je suis condamné à donner un cours où, a priori, 2 des 3 dimensions du développement durable sont absentes, donc dont ces dimensions sont exclues. C'est pour moi un grave problème. Bon, grave, ça dépend évidemment du point de vue où on se trouve, mais c'est un problème notamment pour la majorité des étudiants du cours d'agroforesterie qui viennent d'autres programmes que de celui de l'agroforesterie et pour qui ça va être le seul cours d'agroforesterie qu'ils auront sans doute dans tout leur curriculum. Et donc, si on ne traite pas d'aspects économiques et sociaux, ils n'en entendront jamais parler. Or, il est vraiment très clair pour moi, et je pense que ça a été très clair très, très vite, que c'était une aberration de prétendre donner un cours de base sur l'agroforesterie sans traiter de ces aspects socio-économiques, par exemple, qui concernent vraiment de très près les paysans. J'ai donc tenté, malgré tout, d'intégrer ces dimensions à mon cours, donc en respectant pas de cette façon trop la description initiale du cours qui avait été faite. Mais ça donne quoi un docteur en biologie végétale
qui essaie d'intégrer des éléments sociaux dans son cours, ça donne à peu près ça, disons, au départ. Au début, ça donnait à peu près ceci. Donc, introduction, aspect écologique de l'agroforesterie, puis après une section sur les aspects socioculturels, économiques et politiques, où là, je distinguais, bon, société, culture, un autre chapitre sur l'économie, puis un autre chapitre sur l'influence des politiques. Ce qui me permet de revenir à ma collègue de tout à l'heure, de sciences sociales. Après m'être calmé un peu, c'est-à-dire après quelques années, évidemment. Donc, je suis retourné la voir, puis en fait, je lui ai envoyé mon plan de cours. Puis j'ai dit, bien, dis-moi donc ce que tu en penses de mon plan de cours. Mais j'étais quand même bien fier d'avoir intégré ces notions-là. Mais ma fierté n'a pas duré longtemps. Elle a regardé ça, elle dit, mais tes divisions sont complètement artificielles. Ça n'a pas de bon sens de distinguer le chapitre 7, 8, 9. Il faut intégrer tout ça de façon plus étroite. Elle avait raison. Hein? En fait, j'ai pas fait d'esclandre. Et j'ai changé petit à petit mon plan de cours. Bon, j'en suis arrivé à un moment donné à ceci. L'intégration n'est pas parfaite. Bon, il y a toujours les aspects écologiques à part, des aspects socio-économiques. Mais disons que j'ai essayé d'intégrer un peu plus au chapitre 8, par exemple, différents éléments sociaux, économiques et politiques. Donc, on parle d'arbres et spiritualité, d'agroforesterie et main-d'œuvre, de l'agroforesterie selon le genre, de la tenue de la terre, des fonctions économiques ou financières, du paysage, de l'occupation du territoire, etc. Et on aborde, même si l'équilibre penche franchement encore du côté écologique, on aborde en tout cas à tout le moins quelques facettes du développement durable. Il y a eu aussi une évolution au plan des concepts. Donc, à titre d'exemple, dans le chapitre concernant les sols, je le faisais auparavant en faisant référence à la fertilité des sols, qui est un concept qui est vraiment, d'abord et avant tout, un concept lié à la production des sols, qui est recherché en agronomie. Aujourd'hui, il est plutôt question de qualité du sol. Bon, sans vous lire la définition, là, quand on parle de qualité du sol, disons que c'est un concept qui est un peu plus holistique, où la question de la durabilité est un peu plus appuyée. Dans l'introduction, par exemple, la question de l'agriculture durable est maintenant abordée, au moins dès l'introduction. Hein, il y a une acétate, c'est peut-être pas beaucoup, mais on peut y passer quand même un peu plus de temps que ça. Donc, où je mentionne, par exemple, que dans son rapport, la commission Coulombe estime que l'agriculture de l'avenir doit être multifonctionnelle, plurielle et même épouser le développement durable. Donc, c'est présent maintenant. Pour la foresterie aussi, on aborde dès l'introduction des questions liées à l'aménagement durable de la gestion des forêts, en faisant référence, bon là il faudra que je me mette à jour parce qu'avec le nouveau livre vert, on est plus loin que la commission Coulombe de 2004, mais bon, on parle un petit peu d'aménagement durable. Donc, ces notions sont là à présent. Il y a des nouveaux chapitres qui sont ajoutés, qui n'étaient pas là du tout au début. Agroforesterie et carbone, par exemple, dont on ne parlait pas avant. Agroforesterie et biodiversité. Même les autres chapitres écologiques, je dirais, qui ont changé parce qu'on y parle de régie des systèmes agroforestiers. Donc, on réfléchit nécessairement à leurs aspects économiques et sociaux, ne serait-ce que parce qu'on s'intéresse aux questions d'adoption par les agriculteurs de ces pratiques et qu'il y a donc beaucoup d'éléments socio-économiques qui interviennent. Mais ce que je veux vous dire par tout ça, en fait, c'est que les changements qui ont été faits, dans le fond, petit à petit dans le cours, ils ne sont pas venus d'une volonté délibérée d'intégrer des éléments de développement durable dans le cours. C'est pas le parcours d'un valeureux combattant du développement durable qui veut ajouter des dimensions. Je dirais que c'est venu tout naturellement. En fait, ce qui pourrait être triste pour certains, mais qui est peut-être encourageant, en fait, d'une certaine façon, c'est qu'il y a une mouvance qui peut-être nous entraîne tout naturellement dans cette direction. Maintenant, les défis auxquels vont être confrontés les futurs professionnels sont, je pense, d'une ampleur inégalée. Les futurs agronomes, à titre d'exemple, devront trouver des solutions parmi d'autres problèmes, des problèmes comme celui de la faim. Il y a 1 milliard d'êtres humains qui mangent pas à leur faim, ce qui est proprement scandaleux dans une société comme la nôtre. Mais forcément, il faudra changer les façons de faire. On ne peut plus faire comme avant, à moins d'être à l'aise avec l'idée qu'1 milliard de gens ne mangent pas à leur faim. Les sols se dégradent. C'est la base de la production agricole et aussi forestière. On a une crise énergétique en vue avec des problèmes à prévoir dans l'approvisionnement en engrais
que ce soit les engrais azotés, les engrais phosphatés, par exemple. Donc, on sait qu'on en a que pour quelques décennies à peine. Des changements climatiques appréhendés, pollution de l'air et de l'eau, déforestation. Donc, en fait, on n'a plus le choix. Il faut changer les façons de faire. Est-ce que ça veut dire forcément que les universitaires doivent s'impliquer, prendre position dans les débats sociaux? Peut-être. Certains diront peut-être qu'il vaudrait mieux attendre d'en savoir un peu plus sur l'apport réel de l'arbre et de l'agroforesterie avant de prendre position. Mais comme le soulignait le Dr. Rees hier, on n'a peut-être plus vraiment le choix et le temps est peut-être venu pour nous de nous servir simplement de notre gros bon sens écologique, de croire en l'arbre envers et contre tous, au risque de nous tromper. Comme l'a fait Wangari Maathai, à qui je veux rendre hommage ici, prix Nobel de la paix, pour avoir saisi qu'en permettant à des paysans pauvres, démunis, grâce au rôle joué par l'arbre d'avoir une agriculture plus durable, on crée des conditions qui sont plus propices aussi à la paix sur la planète. Donc, en conclusion, agroforesterie et développement durable, est-ce que c'est un mariage forcé? Bon, au départ, oui, sans doute. Puis peut-être de plus en plus, un mariage de raison. Mais je pense que si on veut que ça fonctionne vraiment, pourquoi pas, faudrait peut-être en faire un mariage de passion. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Mais j'en vois un ou deux qui sourcillent, là. Ils sont en train ils voudraient bien me poser la question, est-ce que la passion peut être durable? Ouais. Mais je ne répondrai pas à cette question-là, en tout cas pas en absence de mon avocat, c'est sûr. Merci.